Ah bah, c'est parti. Salut à tous, c'est Melvin. Deuxième épisode avec Thierry Martineau, consacré à la marque Soul Fetish. Donc, dans le cadre de cet épisode, j'aimerais qu'on voit un peu le processus de création et quelles sont tes inspirations. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Quelles sont tes influences? Comment est-ce que tu crées une bague, un collier, un bracelet? Alors bonjour Melvin. Ben, donc les inspirations, c'est un long processus qui en fait a mis à peu près une vingtaine d'années à se faire, puisque la collection donc elle a évolué au fil du temps, comme de toute façon tous les artistes, hein, ils passent par des périodes. On cherche, on tâtonne, voilà. Donc quand j'ai commencé, ce qu'on a vu la dernière fois, donc les premiers modèles que j'avais faits, et puis les premiers vraiment, le premier design sur le fétiche était très inspiré de ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire le tribal tattoo. Je sais pas si tu as peut-être pas connu ça parce que tu étais encore trop jeune, mais il y a eu une très très grosse mode sur ce qu'on a appelé le tribal tattoo. Donc je me suis inspiré de ça. Et puis, j'allais chercher pas mal aussi de formes organiques un peu dans l'heroic fantasy, dans la science-fiction. Je me suis pas mal inspiré des travaux de peinture d'un graphiste qui s'appelait René Matthews. J'allais chercher beaucoup de formes organiques chez lui, que j'aimais beaucoup. Voilà. Et donc, ça a été les débuts vraiment de la collection. Mais pour être complètement je dirais précis, euh, c'était pas vraiment mes inspirations profondes, parce que moi, ce qui m'intéressait en fait, c'était déjà plutôt ce qui me touchait le plus, c'est la culture, savoir les origines médiévales, gothiques de mon pays d'origine, la France, et puis aussi l'ésotérisme qui a toujours été très présent tout au long de ma vie. Mais malheureusement, ça se plaisait pas vraiment, en tout cas enfin, la partie ésotérique, à mes clients japonais qui ne comprenaient absolument pas ça. Et puis il y avait déjà d'autres personnes sur le créneau du gothique qui étaient en fait Cromart et d'autres, et je voulais me démarquer absolument. Mais c'était quelque part une espèce de, je repoussais en fait des choses qui pour moi étaient naturelles pour des raisons commerciales finalement. Voilà, donc ça c'était vraiment les débuts. Mm. Mais pourtant, aujourd'hui, quand on voit le catalogue Soul Fetish, on voit vraiment cette patte de... Ah, C'est vraiment toi, quoi. Alors, il y a eu effectivement un revirement. C'est-à-dire qu'au début, j'avais commencé à séparer la collection en trois collections sous-collections. Il y en avait une qui s'appelait Urban Tribal Jewelry, qui était en fait donc la continuité de ce que je faisais depuis le tout début, avec des formes assez tranchantes, avec des choses un petit peu organiques, donc ce que j'expliquais au début. Et puis, il y avait une deuxième partie de la collection qui s'appelait Bijoux d'amour, et qui était entre autres designé pour certains modèles avec mon épouse. C'était donc des bijoux femmes. Et puis, je me suis lâché un jour, je me suis dit, bon, ben voilà, je voudrais vraiment faire une partie un peu gothique, et j'avais appelé ça Soul Fetish Gothique. Et quand j'ai présenté ça à mes clients, ben, en fait, mes clients ils se sont jetés dessus, et j'ai fait un carton immédiat avec cette partie gothique. Alors, pour la petite histoire, j'ai présenté cette collection dans un endroit assez particulier à Bangkok, qui était un club fétichiste. Et j'avais rien dit à mes clients, donc je leur avais dit, je vais vous présenter la collection, on va se retrouver à Bangkok dans un hôtel, pardon. On se retrouve à l'hôtel, tout le monde est là, je dis bon allez venez, et on se retrouve dans ce club très particulier, on va dire. Et là, ils étaient vraiment surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Donc, avec des nanas qui étaient habillées, on leur avait fait des t-shirts sur le fétiche, on avait décoré le club, l'endroit. Et là, on a présenté cette collection et j'avais pris un gros billet ce jour-là parce que on avait mis tout le monde dans l'ambiance et ça avait super bien marché. Et voilà, donc c'était pour le démarrage de Soul Fetish Gothic. On a des photos à montrer à l'écran, hein. Il doit y en avoir quelques-unes qui traînent, et je ne peux pas toutes les montrer.
D'accord. Voilà le début de l'esprit gothique, on va dire de Solfège. Puis après, bon, c'est vrai que je suis parti beaucoup plus là-dedans, quoi. Et comment ça se passe, par exemple, lorsque tu souhaites, créer, designer un bijou, tu te mets à la table avec ton crayon à papier et tu grattes ou? Alors, au début, donc vraiment quand j'ai commencé, bien je me suis, comme tout le monde, je me suis inspiré. Donc je suis allé beaucoup sur les magazines qui existaient. Bon, j'étais un boulimique en fait de magazines, hein. J'avais beaucoup de littérature chez moi. Internet n'était pas aussi développé que maintenant, donc on trouvait pas grand-chose. Donc je faisais beaucoup les librairies et j'allais dans les magasins pour acheter des magazines. J'ai acheté beaucoup de magazines japonais. Donc là, j'étais vraiment au courant d'absolument tous les modèles que tout le monde faisait. Et j'allais chercher, en fait, dans ces magazines-là, on va dire, un aspect technique. C'est-à-dire comment traiter une bague pierre, comment traiter un bracelet, comment traiter un bracelet skull, comment traiter un... Et après, j'ai apporté, bien évidemment, ma patte. Et en fait, au fur et à mesure du temps, et bien, je les ai regardés de moins en moins, tous ces magazines, jusqu'au jour où mes collections étaient assez importantes pour en fait avoir ma propre bibliothèque, mon propre langage, mon propre alphabet, où j'allais piocher en fait sur tout ce que j'avais déjà fait. Donc je n'ai plus ouvert toute cette littérature pendant des années. Par contre, je continuais en fait à regarder pas mal de magazines d'architecture où je m'inspirais beaucoup dans mes voyages, notamment. J'allais visiter un petit peu des cathédrales, des choses comme ça. Toujours pareil, je m'intéressais à l'ésotérisme, donc j'allais chercher de la symbolique un petit peu là-dedans. Mais pour tout ce qui était des magazines et compagnie, ça a été vraiment le début, c'est ce qui m'a aidé à décoller. Et puis après, bon, après, je n'ai plus besoin parce que j'avais mon propre langage. Et tu travailles, crayon à papier, feuille, logiciel? Tu bosses comment? Alors, non, on travaille donc, c'est une question importante pour moi parce que j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que tout soit fait à la main avec Solfétif. Parce que pour moi, la main de l'homme, eh bien, c'est la main de Dieu, c'est la transmission et que je considère la bijouterie comme de l'art et non pas comme un business. Ça n'a jamais été un business pour moi et ça a toujours été une expression artistique d'abord. Et donc, l'art, ça se fait à la main. Pour moi, l'art, ça se fait à la main, ça se fait pas avec une souris d'ordinateur. Alors encore moins avec les logiciels 3D, l'imprimante 3D, etc. Quand j'ai commencé, je travaillais donc à la main, je faisais des croquis et ensuite je passais sur cire. Donc je grattais, je gravais la cire, donc je créais mes modèles en 3 dimensions directement dans la cire. Ça me prenait des heures, des jours. Donc tous mes modèles des années 2000 jusqu'à 2005, 2008, on va dire, quasi-totalité des modèles, c'est moi qui les ai faits. Et ensuite, à ce moment-là, j'ai commencé à trouver des maquettistes. Donc j'en ai eu plusieurs jusqu'au moment où j'ai trouvé ma Dream Team, c'est-à-dire que dans les années 2010, 2015 jusqu'à 2020, on avait trois maquettistes. On avait Mr. Hot, Mr. Hung et Mr. Mao, qui étaient trois types absolument extraordinaires, super talentueux, que j'alimentais en permanence avec des croquis, avec des dessins, et on sortait je sais pas, on devait sortir peut-être 150 modèles par an. On avait vraiment une capacité de création qui était vraiment importante, parce qu'on travaillait donc pour nous, pour Solvetige, on bossait pour Harley, dont on parlera dans un autre épisode, et puis pour d'autres clients. Alors, le process était simple, c'est-à-dire moi je faisais des croquis. Alors parfois mes croquis ils allaient directement avec mes maquettistes. Et à la fin, j'avais même plus besoin de faire des croquis parfois, puisqu'il me suffisait d'expliquer, tu te rappelles, on a fait ce modèle-là, donc on allait chercher l'ancien modèle, et voilà, je veux que tu me fasses à peu près la même forme, puis je veux que ce soit une pierre ovale, je veux que ce soit une pierre ronde, tu te rappelles, on a cette croix, je voudrais que tu mettes cette croix, et puis là, on met deux skulls, les petits skulls qu'on avait mis sur le bracelet, un tel. Donc en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on avait un véritable alphabet, et dont on piochait, si tu veux, dans nos propres designs pour refaire, en fait, on se réinventait en permanence en allant chercher vraiment nos, nos éléments à l'intérieur de nos propres collections. Voilà. Donc ça, c'était une chose. Et puis surtout, il y a eu quelqu'un d'assez important qui s'appelle John, qui a débarqué un jour en 2007, à l'époque où j'avais ce showroom là au pied de cet hôtel.
et John Brandt me voir, bonjour, un jeune taille, bonjour, il dit voilà, je vous connais, je suis dessinateur et j'adore votre marque, j'ai vu tout ce que vous faisiez, ça me plaît, je voudrais travailler pour vous. Alors j'ai dit écoute, moi à l'époque je débutais, j'ai pas trop d'argent pour le payer, il me dit c'est pas grave, enfin on avait trouvé un arrangement et John est venu travailler avec moi pendant pas mal de temps. Et John, c'était un génie du crayon, quoi. Et il a fait des choses extraordinaires. Il a sorti d'énormément de choses. Donc la première année, c'était assez compliqué parce qu'en fait, tout ce qu'il faisait, ben, ça me plaisait pas. Donc il nous a fallu pratiquement un an avant de trouver une vitesse de croisière où vraiment on se comprenait et où à la fin, quand vraiment ça a marché, alors là, c'était vraiment. Et puis il avait surtout un débit impressionnant. Donc on faisait des réunions avec John, on parlait pendant des heures sur les concepts, sur des idées de design, mais aussi des pistes sur lesquelles j'envoyais, sur des thèmes à creuser. On déterminait si on voulait faire des bracelets, des bagues, des colliers, etc., etc. Et puis John revenait me voir une semaine après avec ce qu'il avait fait. Et alors là, donc moi j'épluchais tout ça, donc je disais bah, ça oui, ça non, ça oui, ça non, ça non, ça non, ça oui, ça non. Et puis on reprenait tout et je lui disais voilà ça me plaît, mais par contre je veux que tu fasses ça, 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 ça. Donc en fait c'était vraiment un travail de modelage déjà sur le papier de de ce qu'on voulait faire. Donc il y avait déjà ce travail de création avec lui. Et une fois qu'on avait déterminé exactement ce qu'on voulait, on faisait un dessin au propre. Ok, ce dessin au propre, après je le donnais à mes gars, en plus de ceux que je donnais sur mes propres croquis. Et donc pour eux, c'était bien évidemment plus facile encore de travailler sur les dessins de John que sur mes croquis, parce ils étaient super bien faits. Et là, je continuais à aller voir mes maquettistes. Moi, j'avais mes trois maquettistes qui étaient dans le bureau au-dessus de moi. J'allais les voir toutes les heures. C'est-à-dire, je faisais des allers-retours entre mon bureau et la pièce où ils étaient. Et j'étais là au-dessus de leur épaule en permanence à leur dire ça oui, ça non, bah non, regarde, tu vois, parce qu'en fait, le bijou il prend vie du papier jusqu'à la cire. Et on peut modeler, on peut affiner, on peut déformer, on peut réduire, augmenter, déplacer les choses. Parce qu'il y a des choses que tu vois sur le papier, tu dis c'est génial, et quand tu l'as en 3D, ça l'est moins. Ou surtout, quand tu vas le passer, quand on parle d'une bague, tu vas passer une bague et puis elle est géniale, puis quand tu la portes, tu te rends compte qu'en fait, tu peux pas fermer la main parce que tu as mis des motifs sur les côtés et que ça te gêne, tu vois. Il y a aussi un côté ergonomique qui est important. Pareil pour un collier, faut qu'il puisse se déplacer, tu vois, voilà. Donc après, pareil, des problèmes de fermoir. Enfin, donc, il y a vraiment un suivi qui est hyper important tout le long du process de création sur cire. Et ça, c'est en fait la cire. Donc, une fois que tu as ta cire, c'est que le début. Parce que cette cire, donc en fait, on la donne à un fondeur. Le fondeur nous la faisait en métal. Alors moi, j'utilisais souvent du laiton. Je faisais mes maquettes en laiton. Donc la maquette en laiton me revenait. Donc ça descendait au polissage, donc l'équipe qui faisait le polissage. Donc on me ramenait cette maquette nickel, parfaite. Et moi, maintenant, j'avais mon travail de création graphique là, sur celui-là. Donc là, je travaillais donc pareil, au crayon et après avec Illustrator. Et c'est là où j'allais écrire Solfège, 925, etc., etc., que je gravais dans mon master avec une machine à laser. Parce que, pourquoi laser? Parce qu'au début, je faisais ça à la main. Mais à la main, tu peux pas faire des choses extrêmement fines. Si tu veux. Donc la main aussi, ça a des limites. C'est-à-dire que c'est sûr quand tu fais un skull, quand tu fais des tas de choses, pour moi, la main, et je vais expliquer pourquoi le travail à la main est hyper important. Mais par contre, pour écrire 925 en tout petits caractères, ou des petites croix, ou des textes, que moi je me suis amusé à écrire des poèmes carrément à l'intérieur de certaines bagues, tu le Oui. sais. Donc tout ça, je le faisais moi. Dans mon bureau, j'ai une machine à laser, une machine qui vient d'Allemagne, qui était une machine qui est très chère, très précise, et je travaillais toute la journée sur cette machine-là. Donc, il y avait une grosse partie créative que je faisais tout seul sur ma machine laser. Et c'est ça qui te plaisait, le plus, chez Soul Fetish, l'aspect création, vraiment directeur artistique? Ah bah complètement, c'était ma joie de vivre, ça l'est toujours. Je veux dire, c'est vraiment, c'est ce qui me C'est vraiment ça qui te motive? ah ouais, c'est vraiment ça Mmh. qui m'excitait. Donc
pour revenir à l'histoire du travail à la main, en Parce que éso je me souviens dans une pardon. interview, tu parlais du travail à la main et de l'imperfection. Exactement. Donc, en ésotérisme, on dit, la symétrie est profane. Mmh. La symétrie est profane. Si tu regardes la cathédrale de Notre-Dame de Paris, elle est pas symétrique. Tous les grands ouvrages ne sont pas symétriques. La symétrie est profane. Donc en fait, quand tu regardes la bijouterie, faite, avec un ordinateur, c'est-à-dire faite, avec des logiciels de 3D, tout est parfait. Donc en fait, les symétries sont parfaites. Quand tu as une fleur de lys, la droite et la gauche sont exactement parfaites. Quand tu la fais à la main, elle ne peut pas être parfaite, c'est impossible. D'accord? Mais pourquoi la symétrie est profane? Parce que la symétrie n'existe pas dans la nature. Et la nature, c'est le créateur. Donc la créature, c'est Dieu. Donc en fait, si nous sommes des créatures faites à l'image de Dieu, ben, Dieu, il est pas symétrique, puisque notre crâne à nous, il est pas symétrique. On a les yeux comme ça, tout. Personne n'est symétrique. Donc quand tu fais un crâne à la main, c'est impossible de le faire parfaitement, par définition. Donc en fait, il est vivant, il est sacré, tu vois. C'est Voilà. ça qui rend la chose belle. À mes yeux, oui. Aux yeux des connaisseurs, oui. Après, de tout ce que j'ai pu recevoir, parce que j'en ai reçu, si tu veux, de l'amour de mes clients, de gens qui aiment cette marque et qui aiment tout ce qu'on a fait, quoi, qui ont compris ce qu'on avait fait, me disaient ça. C'est-à-dire, ah, je comprends pas vos bijoux, je les porte, mais j'ai l'impression qu'ils sont vivants quand on les met. Il se passe quelque chose et ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte que bah, peut-être que oui, peut-être qu'en fait, d'y mettre autre chose que du business en disant je vais vendre des choses, je vais gagner de l'argent, en se disant je vais faire quelque chose du mieux que je peux, en y mettant tout l'amour, toute ma passion à l'intérieur et la transmettre aux gens avec qui tu travailles. Et en fait, cette passion, ce respect je dirais, de la nature et des choses, ben, tu le retrouves dans le bijou, très certainement, et ça se ressent quand tu le portes, quand tu le vois, quoi. Il y a un truc qui se passe. Tu vois. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce fétiche, à travers cette création. Sous le fétiche, actuellement, c'est combien de produits, combien de références? Oh, je sais pas. Je sais plus combien on est. On doit pas être loin. Là aujourd'hui sur le site, on doit être aux alentours de 7 à 800 modèles, je crois à peu près. Mais si je comptais tout ce qu'on a fait, j'en sais rien. Je pense qu'on doit être pratiquement plus du double, quoi. Et donc sous le fétiche, tu disais que tu as eu, 2-3 magasins, mais, tu en as eu plus que ça. Il y a eu, Moscou, Genève. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution des magasins sous le fétiche? Alors, il y a eu 2 phases, en fait, chez Soul Fetish. Il y a eu la première phase, la toute première phase où le concept n'était pas encore complètement, trouvé. Donc on avait fait un magasin, le tout premier magasin Soul Fetish qui a existé, c'était un magasin à Moscou. À Moscou, ça a été une histoire incroyable. Donc c'était des Russes qui ont débarqué, chez moi. «On adore», parce que bon, les mecs, ils voyaient les bijoux sur le site, enfin, on était connus, quoi. Et ils veulent ouvrir un magasin à Moscou. J'ai dit: «Ben, on y va, banco». Donc ils avaient ouvert un magasin dans un centre commercial. J'y suis allé pour l'inauguration avec la télé, avec il y avait les journalistes, les magazines, les machins. Il y avait même une star russe de l'époque là, qui était adorable, qui était gentil comme tout. Des gens mais sympas, je me suis marré avec eux et ils m'avaient invité. Écoute, je me suis retrouvé, ils m'avaient invité au Kempinski. Tu imagines le Kempinski, c'est là où Michael Jackson, il avait dormi quand il était descendu à Moscou. J'étais en face du Kremlin, enfin bon, un truc, je sais pas, j'étais fou quoi, comme ils avaient dû payer pour m'inviter pour ça. Donc j'ai passé 4-5 jours à Moscou, mais je m'en Tu as rappellerai fait toute. des beaux voyages avec sous le fétiche quand même. J'ai fait des beaux voyages avec Solfètiche, ouais. J'ai fait des beaux voyages, mais pas qu'avec Solfètiche, mais avec Solfètiche, j'en ai fait des beaux. Mais celui-là, la découverte de Moscou, la découverte de la Russie, ça a été fabuleux. Alors, ce magasin avait été ouvert donc avec, je dirais, le concept numéro un, parce qu'on va l'appeler comme ça, que ce sera plus simple. Il a pas duré longtemps parce qu'il a dû durer 2 ans, je crois, ce magasin, parce qu'en fait, les gars, ils géraient ça n'importe comment, ils en filaient à tout le monde. En fait, c'était un peu c'était des artistes, quoi. Mais c'était dommage parce que ça aurait pu mieux marcher.
Ensuite, le deuxième qui a été monté, je crois qu'on a eu Paris, premier magasin avec Barbara et Vincent, qui avait été monté rue La Feuillade, tout petit local, qui marchait très bien. Donc avec cette déco qui avait été faite avec le style numéro un et qui ensuite a été refait avec le style numéro 2. Et on a ouvert Las Vegas. Las Vegas. À la suite, en fait, on avait un booth à Emporium à Bangkok et des Américains sont venus et ils ont vu les bijoux et ils sont venus nous voir. On est intéressé pour distribuer, pour vendre ça aux États-Unis. Alors bon, et on a dit OK, donc ces gens-là ont ouvert un booth à Las Vegas et qui a bien marché jusqu'en 2008, au moment où il y a eu la crise américaine. Donc Ouais. là, ça s'est arrêté. On avait fermé ce showroom qu'on avait dans ce bel hôtel à Bangkok et on avait rapatrié le showroom donc à l'intérieur de nos locaux. Et c'est un moment qui a été assez important, c'est un moment clé dans l'histoire de Soul Fetish parce que je trouvais qu'en fait le concept qu'on avait, il allait pas bien si tu veux. Il y avait quelque chose qui collait pas, j'étais vraiment pas satisfait, c'était pas assez puissant. Et on contacte une boîte en France, une boîte de communication, et on leur dit voilà notre site, regardez et tout. Et les mecs nous disent ouais c'est pas mal, mais vraiment vos bijoux vous les vendez super cher. Alors on était un peu surpris quoi. Et puis le gars, je lui dis bah allez à la boutique de Paris qui est pas très loin de votre Et magasin, de vous allez votre voir. et vous allez voir. Le gars me rappelle et me dit oh là là, vos bijoux sont magnifiques, mais effectivement les photos ne rendent pas la beauté, la qualité, etc., etc. Il y a un vrai travail à faire. Donc on se met à travailler avec ces gens-là, on paye un dépôt avec eux. Et puis on avance, on discute, et puis alors moi j'avais mis donc le chantier de mon nouveau showroom dans mes locaux à l'arrêt. Donc on avait réservé un étage de 80 mètres carrés là-dedans, et j'arrête, donc en attendant que tout soit refait à nouveau. Et puis au bout de quelques semaines, il n'y a plus de nouvelles de ces gens-là, donc ils avaient mis la clé sous la porte, et donc je me suis retrouvé tout seul, La clé sous la porte, mais avec ton déposit. la clé sous la porte avec mon déposit, et donc je me suis retrouvé tout seul à essayer de me dépatouiller avec mon Encore une concept, quoi, fois. encore une fois. Mm. Donc, en fait, si tu veux, ben, je me suis dit comment faire. Alors donc, ben, je suis allé au plus profond de moi-même. Je suis allé chercher vraiment ce que j'avais de plus profond en moi. Et c'était un retour aux sources, à l'ésotérisme et à l'alchimie, à ces choses-là que j'aimais, à l'esprit de la Renaissance, à l'esprit gothique. Voilà. Donc, je suis parti là-dedans. Et en fait, j'ai trouvé petit à petit en cherchant les matières, les couleurs, en m'inspirant du grand œuvre alchimique, le noir, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Donc j'ai trouvé mes couleurs, j'ai trouvé mes matières avec ce bois noirci, avec l'argent, le feu. Voilà. Donc le concept vraiment est sorti de là. Il y a eu aussi le logo avec ce crâne qu'en fait j'avais fait une déco en fait en haut d'une colonne avec un crâne et avec des lauriers qui représentaient un peu un symbole de puissance. Et en fait ce crâne il a été après plus tard décliné par une autre boîte qui s'appelait Arcas qui nous a fait un travail magnifique, une boîte parisienne, et qui nous a créé le logo avec ce qu'on a appelé le skull laurier par la suite. Donc en fait le concept vraiment, le nouveau concept était né. Et donc le showroom qu'on a construit, parce qu'on l'a construit vraiment de A à Z, ce showroom, tu vois, on a mis 2 ans pour le faire. Voilà, 2 ans de travail, de recherche, on a défait, on a refait, on a fait toutes les moulures sur les murs, on faisait des moulages, voilà. Donc on a appris des tas de choses, on a appris à faire tout ça. Et donc mes gars qui faisaient les bijoux, au lieu de faire des maquettes de bijoux qui étaient toutes petites comme ça, bah, ils faisaient des gros trucs plus gros avec de la cire d'abeille, on faisait des moules en caoutchouc derrière, en latex plus exactement, pour faire les moulures. Donc le vrai concept était là, et ensuite on l'a ben, dupliqué. Donc on a fait un copier-coller du concept et on Dans a les fait, magasins sous le fétiche. Et donc c'était un magnifique showroom de 80 mètres carrés sur Bangkok. c'est ça, et donc qui a été après reproduit. Donc on a ouvert à Vérone en Italie, on a ouvert dans une concession à Harley, on avait fait un espace vraiment fermé qui était magnifique.
On a fait donc, on a refait la boutique de Paris, la petite, on l'avait redécorée avec le nouveau concept. On avait fait une boutique à Vienne aussi, quelqu'un qui nous avait approché en Autriche, on a ouvert un magasin. Ensuite, on a fait la boutique de Sanary, la boutique de Laurent, mon frère. Voilà. Et donc à chaque fois, les boutiques, bah, c'est moi qui me rendais sur place et puis qui faisais la déco, quoi. Je restais 10 jours, 15 jours à peindre, à dessiner sur les murs, à faire les moulages, à faire tout ça. Donc Donc il y avait vraiment tout le concept, toute la panoplie, ouais, toute l'identité sous le fétiche à ce moment-là. à ce moment-là, c'est ça. Et j'arrivais donc avec mon savoir-faire et avec tout mon. Chaque boutique, c'était une véritable œuvre d'art en fait, hein. Mm. Tu vois, chaque boutique était unique. C'était l'idée de faire un magasin comme ça par grande ville, tu vois, et avec vraiment la même identité, mais décoré bien évidemment avec des choses, des détails différents, quoi. Mm. De Voilà. la même manière que il y a un Hard Rock Café dans chaque Ouais, grande c'était, ville. c'était l'idée. Donc Ouais. mon idée, c'était de faire entre 10 et 15 magasins, et puis de rester comme ça, et de monter petit à petit, puis après, tu vois, de faire des produits dérivés, quoi, de faire des fringues, de faire la maroquinerie qu'on a fait d'ailleurs à un moment donné, puisqu'on a On en créé reparlera, ouais. notre propre maroquinerie. Voilà, donc le concept était vraiment très très fort, très très bien cadré, tu vois, ça, c'était clair et net, on savait tout de suite où on mettait les pieds, quoi. Et les bijoux là-dedans, bah, ils étaient sublimés, quoi. Et t'en as eu d'autres, des représentants de la marque sous le fétiche? Bah, tout au long des 25 ans, oui, mais pas tant que ça, si tu veux, parce qu'en fait, j'ai jamais, ça c'est un peu mon tort, hein, c'est ce qui peut-être expliquera aussi peut-être le pourquoi de la fin de Solfétiche, c'est que j'ai plus été à mon travail, j'ai plus été à ma création et à, à- à la fabrication, bah, qu'à essayer de sortir en boîte ou Mm. rencontrer des gens et aller cirer des pompes et aller offrir mes bijoux. Pour moi, tous ces gens-là, si tu veux du showbiz, bah, tu vas, tu leur files des bijoux, tu leur files des casquettes, tu leur files des trucs, ils payent rien. Et ils sont en photo, oui ou non, tu sais pas. Par contre, pour moi, les gens qui sont plus respectables, c'est mes clients, quoi. C'est Ouais. vraiment ceux qui m'achètent mes bijoux, qui des fois sont pas vraiment fortunés et qui ont mis de côté pendant plusieurs mois pour pouvoir se payer le bijou de leur rêve. Ça, pour moi, c'est eux qui ont tout mon respect, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça que j'en ai pas eu beaucoup. Alors, j'ai eu une soirée mémorable avec Joe Star qui a porté mes bijoux. On s'était vachement marré. On avait fait ça avec mon frère à l'hôtel Coste. Là, on avait fait une soirée qui s'est terminée tard dans la nuit. On avait vachement rigolé. Mais bon, pour moi, celui qui a apporté mes bijoux, dont je suis le plus fier, c'est Johnny Hallyday, bien évidemment. Ah ouais, c'est clair quand même, Johnny. Puis en plus, je veux dire, ça colle vraiment à l'image sous le fétiche. Ouais, Johnny, ça colle à l'image, tout à fait. Et Johnny portait beaucoup de bijoux, donc il n'a pas porté que les miens, bien évidemment. Moi, il a porté deux bagues à moi et une bague crâne qui s'appelle la Oscar, je crois, qu'il a porté, qu'on voit sur un album. Et puis, il a porté la Messenger, qui est une des plus belles bagues qu'on ait faites. La Messenger et ces deux bagues sont au musée Johnny. Aujourd'hui, on peut les voir, elles sont exposées au musée de Johnny avec écrit donc en dessous. Sur le fétiche Thierry Martino. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une vraie fierté. Puis les apporter sur scène, en tournée aussi. Ouais, ils apportaient sur scène, ouais, Mm. tout à fait. Et Black Eyed Peas aussi. Ouais, ça c'était une rencontre rigolote, c'est un truc, les Black Eyed Peas, on les avait rencontrés à Bangkok, mais on s'était emmerdé avec eux. Ils étaient défoncés, ils étaient pas intéressants, quoi, c'était pas marrant. Et je me suis plus marré avec Rampage et avec Joe Star. Ouais. Et concernant donc tes clients qui portent tes bijoux, quand on regarde un peu ta page Facebook aussi, c'est touchant un peu ce lien parce qu'on voit des clients qui ont acheté des bijoux sous le fétiche il y a 10 ans, mais ils continuent de suivre la page, t'envoyer des messages. Donc ça doit être très plaisant en tant que créateur de voir ça. Oui, il y a une vraie complicité avec les clients. Il y a un vrai attachement. J'étais vachement surpris parce que souvent, moi, je travaillais seul dans mon atelier et quand je me déplaçais, j'allais dans les magasins. J'ai rencontré des gens extraordinaires et puis souvent, des fois, on me dit, ah, tu vends tes bijoux, ah, les mecs que tu dois avoir dans ta boutique, ça va être des gens très hardcore et tout ça. En fait, absolument pas. C'est vraiment de monsieur tout le monde.
Et c'est vraiment des gens qui aiment, on va dire, l'esprit rock, hein, on va dire, tu vois, qui aiment se faire plaisir, mais qui aiment les belles choses et qui ont su reconnaître, tu vois, dans la bijouterie, ben, la qualité. Parce que l'idée quand même, le point de départ de Solfètiche, c'est travailler sur des thèmes rock, des thèmes, ce qu'on appelle rebelles, tu sais, biker, rock chic, etc., etc., mais le faire avec un niveau d'exigence le plus élevé possible. C'est-à-dire que les bijoux Solfètiche, c'est du même niveau, si tu veux, que les bijoux de Tiffany ou n'importe qui. Donc on en est là, quoi. C'est vraiment, il y a un polissage magnifique, il y a une fonte qui a pas de porosité. Tu vois, c'était vraiment, j'ai vraiment essayé de travailler l'excellence sur des thèmes qui jusqu'alors et n'étaient pas travaillés dans cette bijouterie de luxe. C'était, si tu voulais une balle crâne, tu l'achetais, comme disait mon frère Laurent, c'est des bijoux de tirette de foire, tu vois. Des trucs à 10 balles qu'on voit aujourd'hui absolument partout. Entre parenthèses, il y a beaucoup de copies aujourd'hui de mes produits en acier, etc. Et voilà, donc si tu voulais un bijou crâne sympa, ben, t'avais une merde comme ça, quoi, tu vois. Mmh. Donc moi j'ai dit non, les mecs qui veulent une bijou crâne, ils veulent quelque chose de beau, de classe, quoi. Tu vois, donc j'ai appliqué ce savoir-faire un peu, ce style, cette exigence que j'avais appris chez Réminiscence à ce style-là et à la bijouterie argent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu portes actuellement, là? Je vois, il y a une belle bague, Ah. Ben, aujourd'hui, je porte une bague qui est importante pour moi. C'est la bague anniversaire des 20 ans, des 20 ans de la marque, qui reprend le logo qui est empierré avec des diamants noirs sur le dessus. Et c'est une bague qui a été faite à 20 exemplaires. elle est magnifique. Voilà, donc numéroté, donc voilà, qui représentait les 20 ans en 2019. Puis un bracelet le bracelet Bayard, dont je suis assez fier, parce que ça c'est vraiment une création 100% Thierry Martineau, celle-là, et je l'aime beaucoup. Ouais. Mmh. Et sur, 700-800, produits, bijoux, créations, est-ce qu'il y a des créations qui t'ont plus marqué et lesquelles? Ah ben je les aime toutes, hein, c'est tous mes bébés, quoi. Mais il y en a dont je suis plus particulièrement fier. Il y a la Verona qui est une bague d'inspiration baroque de la Renaissance italienne que j'aime énormément, avec ses pierres facettées comme ça, qui a marché vachement. Tu as alors une qui a moins marché parce que bon, en raison du prix, parce qu'elle est assez chère, parce qu'elle est énorme, c'est la Skull Candy, qui est un crâne mexicain. Où là, j'ai vraiment bossé sur l'aspect vraiment. Tu vois, je suis vraiment allé chercher quoi écrire dedans, toute la symbolique mexicaine. À l'intérieur, il y a beaucoup de textes et tout. C'est une bague sur laquelle j'ai énormément travaillé. La version originale, il y avait des pièces en or. Tu vois, les étoiles qu'il y a sur les côtés, c'est des étoiles en or. Les yeux, c'était des topazes bleus. Voilà. Il y a des étoiles à 5 branches. Des étoiles que j'utilise énormément. Mmh. Les étoiles à 5 branches, j'utilise beaucoup. C'est quelque chose qui te plaît ça, l'écriture dans les bagues à l'intérieur des bijoux? Ben oui, donc en fait, dans mon processus de création, j'inscris toujours des choses à l'intérieur. Parce qu'en fait, je considère que quand on a une bague, ben on aime bien l'enlever, on la regarde, et puis on regarde pas uniquement dehors, mais on regarde dedans. Parce que tant qu'à faire, utiliser toute la surface possible. Donc dedans, j'ai toujours gravé le plus possible, quoi. J'essaie d'utiliser tout l'ensemble du bijou pour passer mon message, quoi. Mmh. Et en bracelet? Bracelet, j'aime bien celui que tu portes, hein, qui est le Hector, je crois, si, si, Magnifique, ouais. si mes mémoires sont bons. En fait, ça, c'est un challenge que je m'étais fait tout seul, en me disant, voilà, je vais faire le bracelet Skull, qui est un classique, hein, dans la bijouterie rock, mais je vais essayer de faire le bracelet Skull le mieux possible, tu vois, le meilleur, ça va être le Mmh. numéro un. Et j'ai vraiment travaillé longtemps sur les maillons. Je les ai refait 3 fois, ces maillons, pour te dire, parce que je voulais quelque chose qui soit vraiment pile poil incurvé et Ça épouse qui, bien la forme du poignet, ouais. voilà, qui épouse complètement la forme du poignet. Je voulais un fermoir qui soit quand même facile à fermer, ouvrir, mais qui tienne. Et puis j'ai inscrit des choses assez fortes dessus. Tu vois, il y a écrit Immortal, je crois, Fearless, tu vois, sans peur, sans rien. C'est vraiment une pièce de caractère, quoi. C'est une pièce d'exception, hein. Mmh. J'aime beaucoup.
Après, dans mes bagues, je reviens sur les bagues, il y a la Anya que j'aime particulièrement, qui représente un masque japonais, un masque No, avec à l'intérieur, j'ai gravé toute une fresque qui représente une scène aquatique, si tu veux, japonaise, quoi, des choses qu'on trouve sur les kimonos, tu vois, avec les joncs, avec l'oiseau, la grue, et tout ça. Une autre bague que j'aime beaucoup aussi, que j'avais mis pas mal de temps à faire, c'est une bague que j'avais fait, qui s'appelle la Bayonne. Et en fait, quand j'avais visité le temple d'Angkor Wat, j'avais pris en photo, tu sais, les gardiens sur le pont, là, tu Oui, sais, les apsaras, là. J'avais pris ça et les apsaras, c'est les danseuses. Les Védas, je crois que ça s'appelle. Et j'avais pris une photo un de ces guerriers là. Et voilà, ça, j'ai beaucoup aimé faire ce modèle-là aussi. t'as sorti une bague dernièrement avec un Indien. Ouais, ça, c'est une des dernières bagues que j'ai faites. Bah, c'est un hommage à Sitting Bull. Tu vois, un des derniers humanistes qui avait été liquidé, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup ton bracelet Never Give a Fuck. Celui-là, Ça, c'est il léger, envoie, ça. hein. Ouais, ça, c'est. Ben, moi, je suis plus à l'aise, en fait, sur des grosses pièces, tu vois, pour travailler. Je fais des choses. Alors, c'est sûr que c'est plus difficile à vendre, quoi. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a plus de matière. Je travaille sur l'argent, donc c'est lourd. Donc, l'argent, plus ça va, plus l'argent est devenu cher. C'est un peu compliqué. Mais enfin, bon, on porte un bracelet comme ça, on le garde à vie, en règle générale, tu vois. Ouais. C'est un investissement. Mm. Et en collier? Un des plus beaux colliers qu'on a fait, bon, il y a deux beaux colliers. Il y a comment il s'appelle, l'Imperator. Il Magnifique. y a la bague aussi, il Mm. y a la bague et le collier qu'on avait fait pour un catalogue pour Swarovski. Donc on avait fait ce collier qui est très très beau, très complexe, qui est un mélange en fait de skull et d'éléments de mes anciennes collections tribal tattoo. Et puis la chapelle de luxe là, cette grande Chapelle de croix. luxe incroyable. Ouais, ça c'est très empiré, je sais pas combien, il y a de centaines de pierres dessus. Ça c'est une très très belle réalisation, hein. La chapelle de luxe, très très belle pièce. Voilà, mais je suis catholique, hein, donc enfin, je dirais de sensibilité catholique. Donc faire une croix, faire des croix, j'en ai fait beaucoup, hein, il y en a beaucoup des croix dans la collection. Oui. Donc on a parlé des bagues, des bracelets, des colliers. Mhm. T'as fait un peu de petite maroquinerie aussi? Enfin un peu. T'as ouvert carrément Ben, oui, parce que la maroquinerie, ça faisait partie des choses dont on avait besoin on va dire, pour compléter cette collection. Puis on avait des boutiques à remplir. Donc, donc j'étais obligé de faire de la maroquinerie. Ne trouvant pas d'usine pour fabriquer ce que je voulais, ben encore une fois. voilà, tout seul comme un grand, on remonte les bras. Je suis parti faire des stages en France pour apprendre à coudre. Voilà. Je ne l'ai pas fait ensuite moi-même. J'ai trouvé des gens qui étaient capables de le faire, mais j'ai toujours eu le savoir, si tu veux. C'est-à-dire, je prends des gens pour le faire la maroquinerie, mais je savais comment ça se faisait. Donc, ils le faisaient mieux que moi, mais ce qui permet, quand tu as le savoir, bah, de pouvoir faire des demandes qui soient réalistes, tu vois. Oui. Voilà. Et puis quand le mec il te dit il me faut 3 heures pour le faire, tu dis c'est sûr. Voilà. Donc bon, en gros c'est ça quoi. Ouais. Mais on a fait de très très belles maroquineries, ouais. À Bangkok, c'était compliqué de trouver des ateliers pour des ateliers externes pour fabriquer Le, ces le, pièces-là. le problème c'est qu'on n'a jamais été ni trop gros ni trop petit. C'est-à-dire que quand tu n'es pas assez gros, tu veux de la très bonne qualité, donc tu vas avoir des grosses maisons qui travaillent de la qualité, ils te mettent tout de suite des minimums de quantité qui sont intenables. Ouais. C'est minimum, tu fais un sac, c'est 50 pièces. Donc bagues, bracelets, colliers, maroquinerie. Oui, et puis on a fait aussi pas mal d'objets. On a des objets de déco, des choses toutes simples. On a une pièce que j'aime beaucoup qui s'appelle le Peacemaker, qui était une reproduction d'un pistolet. J'avais fait une très belle grenade aussi. Je m'étais bien amusé sur ces pièces-là. J'ai un marteau, voilà, en point américain, etc. Donc je m'amusais régulièrement, 2, 3 fois par an, à sortir un objet un peu particulier à la sauce solfétiche avec l'esprit solfétiche, quoi. Magnifique. Le pistolet, tu l'as fait comment? Je l'ai fait comment? Ben, c'était une reproduction d'un original que j'avais entre les mains. Et la Et grenade? comment? Et la grenade? Et la grenade aussi. Et la grenade Mm. aussi.
Magnifique. C'est vrai. Parce que je savais pour le pistolet, mais je savais pas pour la grenade. Oui, la C'est pour ça grenade, que je la, pose la la grenade question. aussi, mais c'était des challenges, c'était des trucs marrants. Ouais, c'est Bon, on a fait plein de intéressant. choses, qu'on faisait aussi nos décors pour les vitrines, donc j'ai beaucoup d'éléments Ouais, qu'on a fait, quoi, des présentoirs, on faisait nos présentoirs en bois, on était vraiment une vraie maison, tu vois, on faisait tout, quoi, ouais. on faisait tout, nos présentoirs, nos packaging, toujours parfois, on a même fait notre parfum, on a fait des tas de choses. Donc en tant que designer, créateur, tu t'es vraiment éclaté. Ouais. Tu as vraiment pu toucher à tout, Complètement, quoi. complètement. Donc j'avais réussi avec Solfétiche à monter une véritable, une machine de guerre, si tu veux, pour un créateur, bah, c'était, qui était à mon service en fait, parce que j'arrivais tous les jours avec des nouvelles idées et puis, j'ai pu m'exprimer, pleinement, sur des tas de sujets différents, si tu veux, tu vois? Et il y a des trucs que tu aurais aimé faire, mais que tu pas eu l'occasion de faire? J'aurais aimé faire des fringues. Tu vois? J'aurais vraiment aimé faire des fringues, des belles casquettes, des beaux t-shirts, m'habiller, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire. J'aurais aimé j'ai fait des lunettes aussi. On a eu une collection, à un moment donné, on a eu une collection de lunettes, qui avait été faite pour le marché, russe. Mais ça a malheureusement pas marché parce que ça a été mal organisé, je pense. Mmh. En fait, on aurait dû faire un modèle ou 2 modèles, tu vois? Un modèle homme, un modèle femme et rester que là-dessus et les mettre sur dans la collection avec les bijoux. Mais le gars a voulu vraiment faire une licence, donc on avait signé une licence et il a sorti une collection complète, tu vois? Complète. Donc en fait, il s'est essoufflé parce qu'il y a tout le pognon, il l'a mis dans les modèles. Il y avait je sais pas combien de modèles, il y avait une vingtaine, trentaine de modèles, quoi. De très, très haute qualité avec des verres, c'était du Carl Zeiss, les montures étaient faites au Japon, enfin c'était vraiment du très, très c'était de l'art, quoi. On avait Mmh. vraiment des très, très belles pièces qu'on avait fait, mais bon, il en a vendu un peu, mais ça a pas marché, Ouais, quoi. il Ça aurait mieux c'est fait de tester le marché au Ouais, début. ouais, Ouais. ouais. Parfois, être trop passionné, on a tendance à On avait travaillé sur un projet de montre aussi, OK. donc on a fait des protos de montres, mais qui étaient pas extraordinaires. Par contre, on avait fait un vrai projet, il y a longtemps, hein. Bon, j'ai tous les dessins d'ailleurs, avec des montres complètement dingues et voilà, donc ça c'était sympa. J'aurais aimé faire de la montre aussi. J'ai pas pu faire. Bon, en tout cas, j'invite tout le monde à se rendre sur le site, Soul Fetish, parce que ça y est, Soul Fetish, c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Quelle date? J'ai décidé de fermer le 14 juillet, donc date anniversaire de l'ouverture, donc ça fera pile 26 ans que Solveig a été créé, donc avec Ankanang et moi-même, Voilà, et donc c'est terminé. c'est Donc terminé et après le 14 juillet, si on veut j'en- avoir tes on pièces, en parlera plus tard, hein, donc OK. on en parlera plus tard. Bon, bah, ce sera le troisième Ça épisode. sera le troisième épisode. Merci beaucoup Thierry. Au revoir, à bientôt, Miguel. À bientôt, au revoir.